Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. On l'apprécie énormément. On le répète à chaque semaine, on est littéralement partout sur les autres plateformes aussi. Donc n'hésitez pas à aller nous trouver sur Instagram, sur Twitter ou X, sur toutes les plateformes audio, sur Facebook. On est littéralement partout. Allez nous suivre, commenter, partager, envoyez-nous des messages. Faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément et on l'apprécie. Salim, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Ça va super bien, je suis content. Le Parlement au Québec, l'Assemblée nationale a repris. C'est une bonne nouvelle. On a eu une petite pause, le temps que la CAQ se trouve une nouvelle chef, de s'organiser, de mettre leurs choses en ordre. Et c'est toujours excitant quand le Parlement reprend. Ben oui, puis la CAQ a eu une bonne première semaine parlementaire. Ça, écoute, on en a parlé la semaine passée. On a dit à quel point la première ministre, Christine Fréchette, elle fait une bonne... c'est un bon début. Elle coche plein de petites cases, puis ça a l'air qu'elle est bien partie. Et là, la rentrée parlementaire, je peux dire que ça l'a pas arrêté non plus. Elle a suivi un peu la même trajectoire, puis bravo pour elle. Ben, tu sais, moi, je trouve que là où elle est, où son plan est quand même assez efficace, c'est qu'elle a décidé, d'agir vite, de faire des quick wins. Des quick wins, comme on dit, là, tu sais, des petits gains faciles, rapides à faire. Quand je dis des petits gains, ça ne veut pas dire que c'est pas que ça ne demande pas de la préparation ou de la rigueur, etc. Mais genre juste des points que tu vas récolter assez facilement. Donc, sa séquence a été plutôt positive. Puis, je te dirais, là, avec cette première semaine parlementaire, tu sais, elle a aussi montré un autre visage d'elle, c'est-à-dire une personne qui peut être aussi à la fois combative et stratégique. Certains diraient même un petit peu cynique parce que elle a quand même mis en place un stratagème un peu pour piéger ses adversaires. Oui. On va en parler. Donc, je ne sais pas, on va peut-être faire un petit contexte. Alors, lorsque une session parlementaire est interrompue de cette façon, c'est une prorogation et habituellement, lorsque le gouvernement revient au Parlement, il indique un petit peu quelle va être sa politique générale, donc les grandes orientations du gouvernement. Donc c'est ce que Mme Fréchette a fait comme nouvelle première ministre, en livrant ce qu'on appelle un discours inaugural. Donc, on inaugure, si tu veux, une sorte de nouvelle session, là, même si en réalité, c'est qu'on est en train de finir la précédente. Il reste 5 semaines, maintenant 4, puisque celle-ci déjà s'est écoulée. Et elle a été en mesure de parler de ses priorités. On va revenir sur ses priorités. Je pense que j'ai une version de son discours là sur mon téléphone. Je vais pouvoir ressortir ses priorités exactement. Là, mais grosso modo, on retrouve le coût de la vie, l'économie, les infrastructures, les services et enfin... c'était-tu la culture? Enfin bref... l'identité, je crois. Ouais, l'identité. Donc voilà, ça c'est ses 5 priorités. Elle a pu en faire un petit peu, en parler d'une manière générale. Mais je reviens là-dessus, puis je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire, à commenter là-dessus, Georges. Mais quand je dis qu'il y avait un petit côté stratégique / un peu cynique, c'est lorsque le matin même de la journée où elle allait livrer le discours inaugural, la première ministre ou son équipe a coulé aux médias qu'elle avait l'intention de déposer ou demander à Jean-François Roberge, son ministre de la Langue, de déposer un projet de loi
pour reconduire la clause dérogatoire qui vient protéger la loi 96 de toute contestation en vertu des chartes canadiennes des droits et libertés et québécoises des droits et libertés de la personne. On a parlé souvent de cette clause dérogatoire qui, à mon sens, est souvent, le sujet va un peu dans tous les sens. Je crois qu'elle est un peu mal comprise, mal maîtrisée. Puis ensuite, au-delà de comment elle est maîtrisée ou non, il y a aussi les approches de son utilisation qui peuvent diverger d'un parti politique à un autre, etc. Enfin, bref, tout ça pour dire, elle a décidé de la reconduire un an avant la fin de la précédente. Parce qu'une clause dérogatoire... C'est ça, vas-y, exact. tu peux le dire. Non, c'est ça. Je vais juste préciser pour les gens qui peut-être ne le savent pas. La clause dérogatoire, c'est pas quelque chose de permanent. C'est là pendant, je pense, 5 ans et tu as l'option de la renouveler ou de la reconduire. Donc, dans le fond, c'était ça tout le débat, hein, à savoir si, à la fin de cette première période-là où la clause dérogatoire a été appelée, est-ce qu'on va la renouveler? Et Mme Anglade a trébuché, et Pablo Rodriguez trébuchait là-dessus. C'est toujours une question, c'est très épineux pour le Parti libéral, ce sujet-là, on va en parler. Donc, dans le fond, c'est ça, comme tu as dit, elle est venue dire, nous, on va proposer un an avant. un an avant de reconduire cette clause dérogatoire. Un an avant. Puis la clause dérogatoire, juste pour le préciser aussi, elle, dans le fond, c'est qu'elle elle protège une loi. Donc là, en l'occurrence, la loi 96, qu'on appelle la loi sur la protection du français, une forme en tout cas, les caquistes appellent ça une forme de nouvelle loi 101. Là, pouce égal. Là, moi, je la vois pas comme ça, mais en tout cas. Mais elle a des dispositions qui ne respectent pas les chartes des droits et libertés. Donc, ça veut dire que elle a des dispositions qui ne respectent pas, si tu veux, les libertés de certains individus ou certains groupes d'individus et qui peuvent donc la contester. Sauf que là, elle a été utilisée de manière préventive. Ça aussi, c'est un autre aspect. C'est est-ce qu'on peut l'utiliser de manière préventive ou plutôt laisser les tribunaux trancher. Puis si le tribunal tranche, ben là, tu l'utilises si tu as envie de la conserver, mais au moins, tu assumes la décision politique de le faire. Exact. Sauf que là, pour pas assumer la décision politique de le faire, c'est utilisé en amont de manière préventive. Donc moi, je te dirais que c'est le bout qui me dérange le plus dans son utilisation, c'est son côté préventif. En passant, c'est le même genre de clause. En fait, c'est la même clause qui est invoquée dans d'autres lois, comme la loi 21 également. Bref, alors en tout cas, elle a une durée de vie de 5 ans. Normalement, elle expirait l'année prochaine. Madame Fréchette a décidé de faire de son projet de loi 1 sa reconduction. Alors évidemment, son objectif à elle, c'était bien sûr de paraître comme étant favorable aux Français, etc. T'sais, on va se le dire, là, tout le monde est favorable aux Français. Ensuite, c'est une game politique où qui veut paraître le plus grand défenseur du français et comment tu peux faire en sorte de dépeindre ton adversaire comme celui qui aime le moins le français. Et c'est une vraie faiblesse, je te dirais, du côté des libéraux. Et on va se dire une chose, jusqu'à présent, le fait que la CAQ était en constante chute, il n'y avait pas d'autre option. La seule option comme alternative était le PQ. Puis là, tu peux pas accepter un parti comme le PQ si t'es pas un souverainiste. Donc, c'était un peu le flou dans la tête des gens. Et on a vu un peu la montée, beaucoup la montée du Parti libéral du Québec. Mais là, c'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre. Ils ont une nouvelle chef. Elle a pris le taureau par les cornes et comme dans tout, hein, puis ça, je trouve ça fascinant parce que Mme Fréchette est rentrée en poste et on l'a dit la semaine passée, elle a attaqué plein d'affaires. Et il y a un plan, elle a l'air très méthodique, très stratégique, il y a une pensée derrière tout ce qu'elle fait. C'est normal, c'est une première ministre, elle a tout, on espère qu'un bureau du premier ministre est organisé comme ça, mais elle est aussi organisée contre ses adversaires. Et
la façon qu'elle procède, bon, c'est quoi les faiblesses de chacun et comment est-ce qu'on peut attaquer ces faiblesses-là en gagnant des points. Et c'est ça la game. Si t'aimes pas la game, ben, joue-la pas. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, c'est ça. Charles Milliard, c'était un peu, c'était facile facile, entre guillemets, pour lui jusqu'à présent. Mais là, ça commence. Ça commence, puis il est sous... Tu sais, c'est une glace très mince. Hein? Il marche, puis il doit faire attention parce que on l'a vu donner ses explications, revenir en arrière, revenir s'expliquer. La rencontre avec son caucus, il y avait certainement des frustrés là-dedans. À chaque fois qu'il y a un point de presse, et c'est ça le bout, je pense, qu'ils n'ont pas compris. Si tu n'es pas clair avec ce que tu veux, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que tu vas te présenter devant les médias, le sujet dont tu vas vouloir parler, out the window, ils s'en foutent, ils vont revenir t'attaquer sur ce même sujet-là qu'ils savent que c'est peut-être une faiblesse. Donc, ils vont continuer à creuser là-dessus. Puis je pense que je ne sais pas comment il va faire, mais Charles Milliard doit s'assumer, doit trouver une position claire et la prendre. Et je sais que l'argument des libéraux, ça va être, ben c'est ça qu'on fait. Mais si c'est ça que tu fais, pourquoi les médias reviennent te taper dessus à chaque fois, là? Bon, très bien. Puisque tu es allé là-dessus, on va y aller aussi. Oui. Puis, Georges, tu sais la beauté de la chose. Je pense que je te le disais, je pense hier, quand on se jasait au téléphone pour nous voir aujourd'hui, là. La beauté de la chose, c'est que ce podcast existe depuis 3 ans et quelques maintenant, là. Et tu as été témoin, mais ceux qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y en a certains qui nous écoutent depuis le tout début, mais j'ai toujours dit que ça allait être un énorme enjeu pour les libéraux, la question de la loi 21, la question de la loi 96, en lien avec l'utilisation de la clause dérogatoire, tant sur le principe de devoir l'utiliser, donc ça veut dire de limiter des droits fondamentaux de certains Québécois ou de certains groupes de Québécois, d'une part. D'autre part, de son utilisation préventive, c'est-à-dire sans même savoir si... On laisse même pas la possibilité de savoir si ça correspond aux chartes ou non, puisqu'on la protège de manière à ce que ça aille même pas devant un tribunal. Ouais. Tu sais, donc il y a ça. Et puis, bien sûr, le dernier aspect, c'est-à-dire son renouvellement ad vitam aeternam. Parce que normalement, il y a une raison pour laquelle il y a une date limite, c'est 5 ans. Oui, renouvelable, c'est parce que généralement, c'est pour te donner le temps de faire le ménage dans ta loi, le temps de voir l'évolution dans une société, le temps de calmer les choses avant de passer à autre chose, etc. Tu sais, le temps d'arranger quelque chose, c'est-à-dire d'atteindre un objectif, tu sais, avant de passer à autre chose. Mais si tu dis, je la passe aujourd'hui, mais je la refais tous les 5 ans, à la base, il y a un problème. Enfin bref. Donc tout ça, je l'ai souvent dit. Je dis pas ça parce que genre je suis bien bon. Il y a d'autres personnes qui le pensaient aussi avant, mais souvent, moi, ça pouvait, et j'en suis conscient, ça pouvait paraître comme s'il y avait une sorte de... Comme si j'avais une sorte d'obsession avec la clause dérogatoire. Non, mais moi, j'ai pas attendu que ce soit dans genre tous les jours dans les médias depuis quelques semaines pour en parler tout le temps parce que je le savais que c'était un problème, que ça allait être un problème. Et donc, pour cette raison, je suis d'accord avec toi, il faut avoir une position, il faut que cette position soit claire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que quand une position est nuancée, il faut que tu l'expliques. Quand tu l'expliques, parfois, c'est technique et les choses techniques sont difficiles à expliquer. Et quand c'est difficile à expliquer, ben, c'est pas nécessairement très bien compris. T'sais? Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un travail de pédagogie à faire. Donc, si ça avait été un travail de pédagogie que les libéraux avaient fait depuis longtemps, puis oui, Charles Milliard est chef depuis, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, je sais plus, là. Mais... c'est vrai, donc on ne peut pas lui incomber toute la responsabilité, mais pour moi, quand je parle des libéraux, c'est les libéraux au sens large du terme. Le Parti libéral du Québec, donc les
les candidats qui étaient à la chefferie, qui aucun ne s'est positionné clairement sur ces questions-là. Moi, je me souviens d'une espèce de panel que Patrice Roy, RDI, avait organisé avec avec les 3 principaux prétendants à la chefferie libérale, et aucun des 3 était capable de donner une réponse. Aucun. Que ce soit Charles Milliard, Carl Blackburn ou celui qui, à l'époque, avait gagné, qui était Rodriguez. Bref, là, on s'est un petit peu éloigné parce qu'on a parlé un peu des libéraux, mais pourquoi on parle des libéraux? C'est parce que sur les questions de français, etc., les libéraux voient les choses différemment que les autres partis, puis particulièrement la CAQ et le PQ. Pourquoi ils voient différemment? Pas parce que c'est moins important. Malheureusement, aujourd'hui, on fait les raccourcis, etc., là. Mais, tu sais, c'est pas parce que je te dis que j'ai la meilleure recette de la tarte au sucre dans le monde que c'est vrai. Donc, les caquistes sont arrivés avec la loi 96. Les libéraux disent, moi, je suis désolé, mais la loi 96, elle est censée protéger et promouvoir le français. On n'est pas d'accord. On est en démocratie. On peut ne pas être d'accord. Mm-hmm. C'est des partis politiques. Ils ont à la base une vision différente de la société. Exact. Donc, c'est un peu normal. Ensuite, la population va trancher. La population va dire, oui, je suis d'accord avec les caquistes. Oui, je suis d'accord avec les libéraux. Non, ni l'un ni l'autre, ça va être le PQ. Tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la position des libéraux de dire que c'est un fardeau pour bon nombre de PME, c'est pas le français qui est un fardeau. Le français ne doit pas et personne ne tolérera jamais que le français soit un fardeau. C'est pas un fardeau. Le français, c'est notre identité. Mm-hmm. Point. Il n'y a pas d'autre discussion. Mais ce qui est un fardeau, c'est la manière dont la loi impose le français. Non, mais c'est pas l'impose, mais comment la loi fait en sorte qu'il y a des PME qui s'en sortent pas. Parce que c'est pas des multinationales où tu te dis, regarde, ça leur coûtera ce qui ça leur coûtera, ils s'organiseront comme ils s'organiseront, etc. Et même à ça, même les multinationales, parfois, tu te dis, voyons... est-ce qu'on veut leur offrir un environnement où elles sont capables de créer de la richesse, payer des Québécois, des emplois, etc. Ou est-ce qu'on veut juste leur mettre des bâtons dans les roues? Donc, la protection du français, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut s'y attaquer. Les libéraux veulent proposer autre chose parce que, tu sais, Farnell Morisset, qui était venu ici, je suis pas là pour faire sa promotion, mais je trouvais que ce qu'il disait avait du sens. On envoie 96 généralement pour essayer de mettre un bazooka sur Montréal, un peu Laval, etc. Parce que on se dit, c'est dans ce coin-ci du Québec où l'anglais est le plus présent, etc. Mais on oublie que ce qu'on met là-dedans, ça touche aussi des entreprises qui peuvent être en Mauricie, en Beauce, etc. Oui, dans des coins francophones. Ouais. Tu sais, c'est ça. Il n'y a personne qui doute de l'attachement au français en Beauce, en Outaouais, en Estrie ou en Mauricie, là, tu sais, je veux dire, clairement. Donc, tu sais, c'est plus ce truc-là. Mais non, c'est comme juste, OK, on a dit que c'était la loi pour protéger le français. Donc, la clause dérogatoire qui est là pour protéger la loi qui protège le français. Donc, si tu es contre la clause dérogatoire, donc... t'es contre la protection du français. Ouais. Ça n'a pas de sens. Alors, tu sais, les libéraux veulent avoir une autre approche qui est plus... qui pense qu'elle est plus efficace. Mais il faut creuser pour comprendre c'est quoi leur position. Alors, peut-être qu'ils doivent faire de la pédagogie. Ça n'a pas été clair. Puis, tu sais, moi, j'ai compris un peu la position de M. Millard. Il a dit, on ne peut pas être contre l'utilisation de la clause dérogatoire. Si on doit l'utiliser... par exemple, pour protéger la langue française, mais tu l'utilises. Puis il a été très clair là-dessus. Puis lui, sa position, c'est on peut l'utiliser, mais la loi, comme elle est écrite, doit être modifiée.
Parfait. Mais qu'est-ce que tu vas modifier? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le faire? C'est qui tu protèges? Pourquoi tu les protèges? Pourquoi tu les enlèves? Tu comprends? Non, mais honnêtement, il a dit, là, je veux dire, tout ce qui était un peu fardeau pour les entreprises, il disait, regarde, nous, l'objectif, on ne veut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est de défendre et de promouvoir la langue. S'il faut la promouvoir dans les entreprises, puis forcer le français comme, par exemple, langue du travail, c'est déjà le cas, mais je veux dire, mettre des dents là-dedans, etc., il n'y en a pas de problème. Mais par contre, si l'application de ça devient un fardeau pour certaines PME, pardon, parce que quand je dis entreprise, on a l'impression qu'on parle de multinationales. Pour certaines PME québécoises qui en arrachent, puis il y en a, hein, je veux dire, allez sur Google. Il faut juste aller sur Google. Cherche, il y a des PME dont des francophones pure laine sont propriétaires qui disent mais c'est parce que ça n'a pas de sens. Oui, on tient en français, mais ça n'a pas de sens. Donc, tout ce qui pouvait être une sorte de fardeau administratif pour des PME, il veut enlever ça. Lui, il dit, c'est pas réaliste qu'un immigrant qui arrive, qui ne parle pas déjà le français, parce que je veux juste rappeler, parce que là, à chaque fois qu'on parle d'immigration et de langue française, on a l'impression que les immigrants sont là pour détruire la langue française. C'est pas vrai. La majorité des immigrants qui viennent ici au Québec comme des travailleurs, donc ce qu'on appelle l'immigration économique, la grande majorité parlent le français déjà à un certain niveau qui est quand même relativement élevé. Puis certains parlent un français impeccable. Donc déjà c'est pas ça le problème. Mais un immigrant, admettons, je sais pas moi, qui vient je dis ça au hasard, là, des Philippines. Tu sais, bon, le français, disons que c'est pas nécessairement sa langue, OK? Qui s'installe. On lui dit, tu as 6 mois seulement pour parler avec le gouvernement en français. Voyons, en anglais. Après ça, après 6 mois, plus aucune communication en anglais avec toi parce que au Québec c'est en français. Puis c'est vrai qu'au Québec c'est en français. Mais c'est ridicule quand même. Non, mais ce qui est ridicule, c'est le 6 mois. Mais c'est ça. C'est parce que écoute, Georges, moi je suis francophone. J'ai appris l'anglais. Puis je l'ai pas appris à la fin quarantaine là. Je l'ai appris fin vingtaine. Puis sais-tu quoi? Je le parle toujours pas aussi bien que je le voudrais. Et parfois je fais même moi-même des petits exercices pour améliorer certaines choses parce que bon, je suis quand même très fonctionnel en anglais là, donc je te dirais que je suis pas nécessairement le meilleur des exemples, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une langue là, ça s'apprend pas en 6 mois. Alors je te dis pas non plus qu'il faut que ça prenne 20 ans non plus là, tu comprends, mais un immigrant qui arrive, qui a 48 ans, qui a des enfants, etc., là, ces enfants vont être francisés, ils vont à l'école française, loi 101. La plupart font même de belles carrières. À l'Assemblée nationale, on a des députés qui sont arrivés à l'âge de 8, 10 ans, 12 ans, et qui ne parlaient pas un traître mot de français, puis qui sont aujourd'hui parfaitement francophones, et sont même capables de représenter la population québécoise à l'Assemblée nationale. On en a, puis dans des entreprises, là on parle de politique parce qu'on est politiquement parlant, mais la réalité c'est qu'il y a plein d'entreprises aussi où il y a des histoires à succès de ce genre-là. Là. Et donc, tu sais, lui, il veut juste réarranger ça de manière à ce que ça puisse fonctionner, c'est-à-dire que ça puisse atteindre l'objectif. Il veut aussi s'assurer que les droits de la minorité historique anglophone du Québec, parce que là, les anglos du Québec, à un moment donné, là, on peut-tu les respecter? C'est pas des immigrants en passant. Ils sont là depuis 200, 300, 400 ans. Donc, parfois, ils sont là depuis presque aussi longtemps que des francophones. Là, c'est des Québécois à part entière. C'est des Québécois d'expression anglaise. Où ils ont des droits constitutionnels et les chartes sont là généralement pour protéger ces droits qui sont fondamentaux.
eux veulent juste être sûrs que les lois du Québec ne viennent pas impacter leurs droits fondamentaux. Ils se savent une minorité. Ils le savent bien. Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut se mettre aussi à la place d'un citoyen de langue anglaise. Tu sais, je te dis pas qu'ils sont maltraités ou quoi que ce soit, là. Mais en termes de se sentir faire partie de la nation, tu sais, on a tous ces beaux discours où on veut que la nation, elle regroupe tout le monde, francophone, anglophone, allophone, autochtone, etc. Ben, etc. Il y en a, c'est pas mal tout ça. Tu sais, et on dit, c'est tout ça la nation québécoise autour du français. Mais tu comprends qu'à un moment donné, tu sais, il fut un temps, il y avait même des débats des chefs aux élections en anglais. On n'en fait plus. Comment tu veux qu'un citoyen québécois d'expression anglaise, encore une fois, je parle pas d'un immigrant, là, je parle de quelqu'un qui, ça fait des générations et des générations qui est là, tu sais, comment il va se sentir, là. Ça, à ce niveau-là, je te comprends. Moi, ce que je regarde plus, et c'est là où j'ai de la misère avec les revendications de la communauté anglophone, puis je te comprends absolument à 100%, puis on doit les respecter, ils font partie de la nation québécoise. Moi, là où j'ai un peu de misère, c'est quand on évalue la question existentielle de la langue française, tu comprends? L'anglais, là, il disparaîtra pas demain. Il disparaîtra pas dans 10 ans, 20 ans. Tu sais, on est en Amérique du Nord, là. C'est la langue prépondérante. L'anglais, il est pas en menace au Québec. Non. Ça, je suis désolé, là, mais... Clairement. Il est pas... Par contre, le français, il y a un danger réel. Exact. C'est ça, on peut pas l'éviter. Donc, quand on parle de protection de la langue française, moi, c'est cet aspect-là que je regarde, et je regarde pas l'autre aspect où, tu sais, souvent la communauté anglophone va dire, ben, vous nous ignorez, vous nous négligez. Non, on essaie de protéger la langue française parce que c'est une menace réelle de perdre cette langue-là en Amérique du Nord. Mais je suis d'accord avec toi que la façon que la loi 96 a été écrite, par exemple, de limiter les inscriptions dans les collèges anglophones, je suis désolé, mais tu t'en vas où avec ça, là? Ouais. C'est des adultes en passant. En plus. Parce qu'on parle puis c'est pas juste ça a été prouvé que les collèges anglophones, ça bénéficie les francophones aussi. Donc, pourquoi venir mettre des limites là-dessus? Donc, dans des questions comme ça, oui. Mais quand j'entends des arguments que, ben oui, mais il faut protéger aussi la communauté anglophone. Mais alors, t'auras compris que c'était pas mon point. Hein? Non. Okay. Je dis en général parce que ça sort aussi dans tout l'argumentaire. Oui. Mais je sais. Puis moi aussi. Puis sais-tu quoi? Moi aussi, je suis pas d'accord avec les Québécois d'expression anglaise sur cette question-là. Parce que tu as tout à fait raison lorsque tu dis l'anglais n'est pas menacé au Québec. Non, ça c'est sûr, il n'est pas menacé. Non. Mais je crois que le décalage dans le débat se trouve dans le fait que les anglophones, c'est pas leur langue qu'ils sentent menacée. C'est leur représentation et le fait qu'on les invisibilise quasiment, là, tu sais, puis qu'on les pointe du doigt comme les responsables de la fragilité du français. Mais ils sont pas responsables de la fragilité du français. Les jeunes anglophones, pour la plupart, parlent le français. On le dit pas assez. Mais quand je parle des jeunes anglophones, je ne parle pas de gens de l'immigration qui parlaient anglais dans leur pays qui sont venus. Non, moi je te parle des anglo-québécois historiques, là, tu sais, des véritables, entre guillemets, j'aime pas le mot véritable, c'est comme s'il fallait les hiérarchiser, mais en tout cas, des Québécois pure laine d'expression anglaise, là, c'est ça que je veux dire, là, tu sais. Et ils se sentent juste plus assez représentés, puis en raison de leur langue, parce que souvent on les pointe du doigt, ou en tout cas, ils se sentent comme ça. Alors, si c'est pas l'objectif de ces lois-là, puis tant mieux si ça ne l'est pas. Tant mieux si ça ne l'est pas. Je veux pas que ça le soit. Donc, tant mieux si ça ne l'est pas. Mais peux-tu leur parler aussi un petit peu? Y a-t-il un peu de pédagogie qu'on peut faire? Il n'y a pas de politiciens qui leur parlent. Il y a pas... De temps en temps, il y en a
Il y en a un ou deux qui vont aller faire une petite conférence dans un truc anglophone. Là, récemment, il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon qui est allé. Il est allé juste dans le sens que, moi, je n'ai rien contre vous, là, mais mais c'est pas « Ah, je veux entendre vos doléances parce que savez-vous quoi? Quand je vais être premier ministre du Québec, même si je suis indépendantiste, je veux m'assurer que vous fassiez partie non seulement non seulement vous fassiez partie de la nation parce que vous êtes là, pas juste parce que vous êtes là, pas juste parce que vous êtes là depuis longtemps, mais parce que vous avez des droits historiques, etc. T'sais. Puis de leur dire, de les rassurer aussi, de leur dire, oui, on va devoir toujours protéger le français, y compris dans un Québec indépendant. Parce que tu peux être indépendant demain, le Québec... le français sera pas moins menacé. Là, non. Je te dirais, moi personnellement, je pense même qu'il serait plus menacé, mais ça, on fera ça dans un autre épisode, parce que ça va être trop long. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu veux pas bâtir quelque chose, même si tu es indépendantiste, tu veux pas bâtir un pays contre quelque chose. Tu veux rassembler les forces vives et en faire un pays. Moi, si j'étais indépendantiste, puis tu le sais, je le suis pas, mais j'ai toujours dit que c'était une option tout à fait légitime, absolument tout à fait légitime. Moi, si j'avais été indépendantiste, moi, je voudrais les avoir avec moi, les anglophones. Je voudrais les avoir, les allophones, etc. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. On est dans l'identitaire à tout va. C'est même plus du nationalisme, c'est rendu quasiment de l'ultranationalisme. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais là, pour les libéraux, comment faire pour s'en sortir? Parce que ça a l'air qu'ils sont coincés puis à chaque fois que Charles Milliard fait une sortie publique, il y a de la misère à faire avancer d'autres sujets. Puis le but maintenant, c'est ça, hein, c'est de continuer à bâtir un peu sa vision à lui, à son parti, et à marteler le fait qu'ils sont une alternative au gouvernement qui sera meilleur pour les Québécois. Et il y a de la misère, je pense, à franchir cette ligne-là parce qu'il est coincé. On est venu trouver un point très sensible et on peut pas traverser. Oui, non, mais je suis d'accord. Puis d'ailleurs, on s'est beaucoup éloigné du sujet, mais en même temps, c'est passionnant. Donc, on parle de toutes ces choses-là. Mais Madame Fréchette, en déposant ce projet de loi ou en demandant à Jean-François Roberge de déposer ce projet de loi, là où elle a fait un coup de circuit, c'est qu'elle est venue mettre les libéraux et particulièrement Charles Milliard sur la défensive. Charles Milliard, lui, disait moi, la clause dérogatoire, je l'utiliserai si nécessaire, mais pas nécessairement. Moi, j'aimerais changer la loi 96 pour y mettre ce que je pense être nécessaire pour protéger et promouvoir le français et enlever certains aspects qui sont non seulement inefficaces, mais qui viennent brimer certains droits des anglophones. Et donc, peut-être que j'aurais même pas besoin d'une clause dérogatoire parce que elle va respecter les droits de tout le monde. C'était un peu ça son message que je pense il a peut-être mal livré. Puis on va se le dire. On est sans pitié lorsqu'un libéral parle de langue. Là. On a toujours l'impression qu'un libéral, c'est contre le français, c'est contre le Québec, c'est contre la culture, c'est contre... Je m'excuse, mais c'est pas pour rien que le Parti libéral du Québec est le plus vieux parti non seulement au Québec, mais au Canada, depuis la Confédération, dans le fond, 1867, a traversé l'histoire. Donc, ça veut dire que non seulement il a façonné le Québec, mais il a façonné le Québec parce qu'il y a des Québécois qui votaient pour ce parti-là, parce que, justement, ils étaient épris de liberté, les Québécois. Donc, puis en passant, c'est un peu drôle parce que Charles Milliard, un peu plus tard dans la semaine, s'est mis les pieds dans la bouche parce qu'à un moment donné, il répondait à une question en anglais. À la fin des points de presse,
c'est les médias anglophones qui posent des questions. Donc, après les questions en français, il a pris des questions en anglais. Et dans la question en anglais, quelqu'un lui a posé, je ne sais plus trop c'est quoi la question, puis la réponse de M. Milliard, écoutez, j'ai déjà été assez clair, je peux vous le dire, dans les 2 langues officielles, et même en espagnol, si vous le voulez. Sauf qu'il a dit in both official languages, en anglais. Et là, évidemment, on le sait tous. M. Milliard le sait. C'est un lapsus, c'est une erreur quelconque où il a parlé de 2 langues officielles. On le sait, ici au Québec, il n'y en a qu'une seule de langue officielle. Le seul endroit où il y a 2 langues officielles, c'est au Nouveau-Brunswick ou au gouvernement fédéral. Mais sinon, au Québec, c'est une seule langue. M. Milliard le sait très bien. Ça date de 1974. Puis M. Roberge est sorti pour dire... Monsieur Milliard, il le sait même pas. Les libéraux, machin. Non, mais en passant, 1974, qui était au pouvoir? Robert Bourassa, un gouvernement libéral. C'est le gouvernement libéral de Robert Bourassa qui a passé une loi pour faire du français la langue, la seule et unique langue officielle et commune du Québec. Et pourtant, on met sur la défensive tout le temps les libéraux, comme d'ailleurs on les met sur la défensive sur la laïcité. Et je te rappelle que tout le processus de laïcité a démarré pendant la Révolution tranquille dans les années 60. Qui était au pouvoir? Des libéraux. Et quels libéraux? Ceux de Jean Lesage. Qui était dans le gouvernement de Jean Lesage? René Lévesque. Tu sais, donc, René Lévesque, avant de passer de créer le PQ. C'est ça, ouais. Exactement. Tu sais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le PQ des années 70 était libéral. Pas libéral au sens PLQ, mais libéral au sens respect des libertés fondamentales, etc. Tu sais? Donc là, aujourd'hui, on reproche ça à Milliard. Mais c'était très habile parce que M. Milliard a fait un peu de patinage. Puis quand tu patines, tu parais pas très bien nécessairement. Et elle a mis une couche supplémentaire avec son projet de loi, parce que là, tu forçais Milliard à prendre une position. Est-ce que, oui ou non, il va voter en faveur de la reconduction de la clause dérogatoire dans le cadre de la loi 96? Bon, la réponse, c'est non. Il votera contre, parce qu'il ne veut pas voter en faveur de la reconduction d'une loi qu'il a lui-même envie de modifier parce qu'il la trouve pas bonne. Il veut... Ouais. Donc, voilà. Non, mais c'est un cercle vicieux, hein, parce que ça le ramène à ce que, justement, toi, tu disais, c'est pas parce que je suis contre la clause dérogatoire que je suis contre la protection de la langue française, tu comprends? Donc, il est un peu piégé, puis en même temps, oui, l'affaire avec les langues officielles, c'est toujours, tu sais, il est en mode de s'expliquer. Et il faut faire quelque chose pour sortir de ce mode-là, parce que tu peux pas rester. Il va continuellement tourner en rond. Puis, tu sais, c'est une invitation aux médias de continuellement t'attaquer. Tu parais mal. Puis, en même temps, les autres semblent avoir trouvé un bon chemin. Puis, tu sais, they're flying. De quoi on parle? Mais là, justement, juste pour finir sur ce sujet-là, il a dit, j'ai manqué ce bout-là, il a dit qu'il allait voter contre la proposition du gouvernement? Ben, il va voter contre pour la raison que j'ai évoquée tantôt. C'est-à-dire, lui, il te dit, si je vote pour la reconduction, alors que je vous dis, je veux la modifier, ça n'a pas de sens. Donc, je suis obligé de voter contre. Mais tu vois, justement, juste pour peut-être clore un peu ce sujet. Mais en passant, attends, juste, le PQ aussi n'était pas en faveur de la loi 96 au début parce qu'il pensait il a voté contre. Oui, parce que ça ne l'est pas assez loin. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont voter pour la protection. Parce que, alors justement, et tu vois, c'est exactement là où je m'en allais. Parce que, tu vois, ce qui est plate, Georges, c'est que... Mais c'est justement ça. On regarde ce que font les libéraux, mais en même temps, les péquistes sont en contradiction aussi. Mais oui et non, mais tu sais, je sais pas s'ils sont en contradiction, parce qu'en réalité, c'est qu'ils ont voté contre parce qu'ils trouvaient qu'elle allait pas assez loin. Mais oublie pas que pour les péquistes,
l'utilisation de la clause dérogatoire, ils peuvent jamais voter contre ça parce que pour eux, voter contre la clause. Voter contre la clause dérogatoire, alors que c'est un outil pour suspendre la charte fédérale des droits et libertés, ils feront jamais ça. Donc c'est pas le contenu, c'est pas le fond. Mais justement, c'est là que je m'en allais, Georges. C'est que le français est essentiel à la culture et j'ai même envie de dire à la survie du peuple québécois. C'est une évidence. Il y a, je veux dire, serait fou celui qui pourrait penser un instant le contraire. Mais imagine, regarde le niveau de la politique en 2026 que c'est bas. C'est qu'au lieu de faire un véritable débat sur le français, comment continuer de le protéger, comment le promouvoir, parce que le protéger, c'est bien beau, mais il faut le promouvoir. Ça, c'est comme si tu joues à hockey, ça tombe bien, il y a un match de série ce soir, mais c'est comme au hockey. T'as beau avoir la meilleure défense. Si t'es pas capable de marquer, tu gagneras pas. Ouais. Il faut que tu scores. Ouais. Donc, c'est protéger le français. Mais pas juste protéger le français. C'est le promouvoir. Le promouvoir, notamment, déjà, par un meilleur français à l'école. Moi, honnêtement, regarde, j'ai des enfants à l'école aujourd'hui, puis sincèrement, je te le dis, je trouve pas nécessairement que c'est super à la hauteur la manière dont on enseigne le français. Là, tu sais. Et pourtant, mes enfants, quand même, de bons enseignants et tout. Mais tu sais, je veux dire, moi, je pense que le niveau général devrait être relevé à l'école déjà, à la base. Là, tu sais. On dit que nos jeunes, ils préfèrent parler anglais. Ben, ils préfèrent parler anglais parce qu'ils ont 50 mots de vocabulaire au lieu d'en avoir 500. Tu sais, donc, c'est sûr qu'ils vont préférer l'anglais. Tu sais, rendu là. Alors, parce que l'anglais, t'as pas besoin de beaucoup de vocabulaire, justement. Alors, moi, je le pense vraiment. Mais alors, au lieu de parler de ça, de comment réellement le protéger, ce que tu essayes de faire, c'est de faire trébucher ton adversaire politique sur quoi? Sur la clause dérogatoire qui, fondamentalement, est un moyen, pas une fin. Admettons, tu gagnes le débat sur la dérogatoire. Ouais, bravo, tu as gagné le débat. Puis, le français, il s'en sort comment? Ouais. J'ai dit quasiment la même chose sur la loi 21, sur ce podcast, dans d'autres épisodes. C'est comme, en fait, on est rendu à parler du concept, mais pas de la finalité. On nous a cassé les bonbons avec la loi 21, comme quoi on va renforcer la laïcité parce que le Québec est en danger de islamisation, puis de je sais pas quoi, etc. Tous ces méchants musulmans là, qui viennent envahir le Québec, blablabla, etc. Là. Tu sais, est-ce que la loi 21, elle a empêché Bedford? Non. En fait, on s'est concentré sur ce qui est apparent, ce qui excite le monde, ce que les gens voient et qui n'ont pas l'habitude de voir, c'est-à-dire une madame avec un foulard ou peut-être d'autres religions, mais généralement, on sait bien que c'est celle-ci qui est visée, là, tu sais. Puis, tu sais, on met l'accent là-dessus, mais on met pas l'accent sur ce qu'on a dans la tête. Ouais. Parce que moi, encore une fois, ce qu'elles ont dans la tête, je m'en fous. Par contre, pourquoi je m'en fous ce qu'elles ont sur la tête? Parce que si elles laissent leur truc au vestiaire, là, leur foulard au vestiaire, là, ça change quoi? Ça change quoi ce qu'elles ont dans la tête? Moi, pour moi, c'est si tu fais quelque chose, tolérance zéro. Out. Ouais. Tu sors de la fonction publique, tu en rentres plus. Puis là, tu vas voir que les gens qui seraient tentés de faire des entorses, ils vont... Parce qu'en passant dans toutes les sphères de la société, t'as des gens qui font mal, volontairement ou involontairement, mais ils font mal. Mais, dans toutes les sphères de la société. Mais, on met des balises, des encadrements, des lois, des règlements, de manière à ce que, justement... Quand tu fais mal, tu payes. Tu payes, tu ne refais pas. Tu sais? Eh bien, c'est le principe. Alors, aujourd'hui, on est en train de faire un débat sur
la dérogatoire plutôt que sur le fond. Donc, on est en train de faire perdre le temps de tout le monde. Pendant que les Québécois qui travaillent et qui payent des taxes et des impôts, puis c'est pas comme si on n'était pas surtaxé et surimposé au Québec. En plus. T'sais, pendant que tout ce monde-là travaille et en arrache, pendant qu'il y a du monde qui n'ont pas de logement parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pendant des années, parce qu'il y a du monde qui passe 17 et 18 heures dans les urgences parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce qu'ils n'ont pas un autre moyen de rentrer dans le système. Tu sais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un débat sur l'utilisation de la clause dérogatoire aux chartes constitutionnelles. Mais moi, excuse-moi, mais le degré de déconnexion, il est là. Non, Salim, c'est pas ça. C'est pour protéger notre culture et notre identité. Mais j'en suis. Je veux ça, protéger la culture et l'identité. Je le veux, assurément. Je te disais tantôt que mon anglais n'était même pas assez bon. Il y a déjà des emplois que j'ai pas obtenus parce que mon niveau d'anglais était peut-être pas à la hauteur. Ouais. T'sais, donc moi, je veux d'un Québec francophone. Mes enfants parlent que français. C'est sûr que je veux. Mais tabarouette, on est quand même capable de s'attaquer à un problème sans avoir à parler de technicalité. Bref, on passe à autre chose. Mais c'est difficile de passer à autre chose parce que on revient toujours à la même affaire. Là. N'oublions pas qu'on attend toujours une décision de la Cour suprême du Canada sur, justement, l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Donc, je ne sais pas à quel point... Bon, ben là, ça ne sera pas une utilisation préventive. La loi est déjà... Ben oui. Ben non. Elle est préventive. La première, elle a été, puis là, on fait juste renouveler. Donc, est-ce que ça... Bien sûr, elle est préventive. On répète la... Mais qu'est-ce que ça veut dire préventive? Parce que la clause dérogatoire, pourquoi elle a été mise dans la Constitution? Parce qu'on peut l'utiliser. Mm-hmm. Et c'est correct de l'utiliser. Ouais. Je ne suis pas contre son utilisation. Robert Bourassa l'a déjà utilisé. René Lévesque l'a utilisé. Mais ce que dit l'utilisation de la clause dérogatoire, c'est que si une loi est passée au Parlement, elle est mise en application, elle est contestée, que sa contestation, au final, le tribunal dit la loi et ne répond pas aux chartes. Qu'est-ce que fait à ce moment-là le législateur, au Parlement? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de modifier ta loi pour qu'elle soit conforme aux chartes. Mais si tu veux pas, tu peux utiliser à ce moment-là la clause dérogatoire et tu dis, ben malgré... D'ailleurs, on appelle ça aussi la clause non-obstant. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est nonobstant la charte, grosso modo, je le dis dans mon langage à moi, là, mais il y a un langage juridique là, que je ne maîtrise pas. Nonobstant la charte, voici la loi. Ouais. Et donc là, tu la protèges. Mais là, tu la fais pas de manière préventive parce que tu n'as pas un tribunal qui te dit elle n'est pas constitutionnelle. Mais c'est comme ça que ça a été fait au début, puis là, on reconduit. Donc, sauf que là, ils l'ont fait avant. Ils ont mis le non-obstant avant même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un se sent lésé par cette loi, il peut même pas la contester. Donc, t'imagines donc, mais attends, c'est quasiment plus démocratique. Hein? C'est-à-dire, si tu n'es même plus capable, comme citoyen d'une société avancée, tu es plus capable de manifester le fait que tu es contre une loi parce qu'elle vient te léser et puis que tu peux pas te défendre. Pour moi, je trouve que il y a une dérive là. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a tout un espèce de pas de concept là, mais on appelle ça des démocraties illibérales. Jusqu'ici, on était une démocratie libérale, donc ça veut dire basée sur les libertés. Donc il y a là-dedans des droits fondamentaux. Et si tu te sens lésé, ben, tu vas devant le tribunal, puis le tribunal tranche. Est-ce que tu as raison que tu es lésé ou tu n'as pas raison que tu es lésé? Ouais. Sauf qu'une démocratie illibérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, oui, c'est une démocratie dans le sens, oui, on va voter pour les gens qu'on veut, mais au final, on pourrait quand même nous retrouver avec des lois
qu'on n'aime pas et qu'on ne serait pas capable de contester. Mais là, Georges, tu pourrais me poser la question, ou quelqu'un sur YouTube va sans doute écrire ça, il va me dire « Ouais, mais Salim, que tu l'utilises en amont, c'est-à-dire avant qu'un tribunal ne tranche si c'est constitutionnel ou pas, ou que tu l'utilises en aval, c'est-à-dire après. Si au final, elle est protégée de la loi, quel est le problème? La question est bonne. Elle est même très bonne. Je vais juste te dire pourquoi. Parce que je suis un démocrate et je vais te dire pourquoi je suis un démocrate. Parce que moi, j'aimerais ça que quand un gouvernement utilise la clause de dérogation qui suspend, parce que c'est ça qu'elle fait, elle suspend les droits fondamentaux des citoyens, moi, je veux que ce gouvernement-là assume le geste qu'il pose et en paye ou non le prix politique. Dans le sens que ensuite, quand tu vas devant les électeurs aux prochaines élections, les Québécois pourront juger si, oui, il avait raison de faire ça et ils votent pour lui, ou non, il avait tort et là, on vote contre lui. Mais au moins, tu l'assumes. Sauf que quand tu l'utilises en amont, c'est en fait, il n'y a même plus de débat. C'est comme ça, pas autrement. Tu sais? Puis ça, c'est le bout avec lequel, moi, personnellement, je suis mal à l'aise. Puis il n'y a personne, franchement, d'honnête qui trouverait que c'est normal de l'utiliser en amont, alors que tu pourrais très bien l'utiliser en aval, et assumer ta décision. Mais là, on vit une ère politique, tout parti confondu. En passant, là, je les mets tous dans le même panier. Certains pires que d'autres, c'est la vérité, mais on vit une ère où les partis politiques ne veulent même plus prendre de décisions parce qu'ils ont peur que les mauvaises décisions leur reviennent dans la figure. Et c'est comme ça qu'on fait de mauvais politiciens qui nous servent. Je m'excuse, mais c'est ça. La classe politique est pas courageuse. Moi, quand un gouvernement ou quelqu'un veut se faire élire, il te dit moi, ma proposition en éducation, je vous la dirai pas, je vais organiser un sommet, etc. Oui, mais un sommet, ça veut dire quoi? Tu vas ramener des experts de partout qui vont prendre une décision entre eux. Puis si tu fais la bonne chose, tu vas te prendre le crédit, tu vas dire, vous voyez, moi, c'est grâce à moi que tout ça a pu se passer. Et si c'est une mauvaise décision, tu vas dire, ouais, mais tu sais, le rapport qui est sorti du sommet, c'était peut-être pas ça qu'il fallait, mais c'est pas moi qui ai pris la décision. Moi, j'avais juste dit, il faut que des spécialistes en parlent. Donc, l'imputabilité et la responsabilité politique, on la voit de moins en moins. Et que je trouve vraiment navrant que les politiciens et la classe politique de manière générale n'assument pas ses choix, n'assument pas ses propositions. Et fondamentalement, c'est comme ça qu'on affaiblit une démocratie. Passons, on va finir avec l'autre grand thème de la semaine. On en a déjà parlé un peu lorsque le tout est arrivé avec les fling-flang, puis toute la magouille. Ça a causé un peu toute la chute de Pablo Rodriguez à l'époque avec sa campagne, puis la façon, le financement, puis plein de tactiques qui ont sorti à la surface concernant les méthodes de financement et de membership et toutes ces affaires-là. Et on parle évidemment de la députée de Chomedey, Sona Lakoyan-Olivier, qui, hier, le rapport de la commissaire à l'éthique était vraiment, mais vraiment, vraiment dur, là. Un rapport qui, je pense, fait très mal. Moi, je me rappelle pas un rapport de la commissaire à l'éthique qui impose même une pénalité, c'est 8 000 $, je pense qu'elle doit payer. On va en discuter, mais juste pour le placer un peu, mettre un peu en contexte. Pablo Rodriguez gagne sa campagne.
Puis là, il y a plein d'affaires qui commencent à sortir sur le fait que, il y aurait des choses un peu croches qui étaient faites, la façon que l'argent a été collecté, des gens qui ont été impliqués. Ça a causé toute une affaire avec Marois Risky, qui à l'époque était sa chef parlementaire. Elle a viré la chef de cabinet qui lui a été, pas imposée, mais qui lui a été suggérée par Pablo Rodriguez, Geneviève Hintz. Et à l'époque, Rodriguez, qui a pris le côté de sa directrice de cabinet, Marois Risky, qui quitte le caucus, ne veut pas revenir. Elle quitte pas, elle s'est fait. Ils l'ont mis dehors. Là, il y a... Charles Milliard a confirmé qu'elle restait dehors. Oui, exactement. Puis, entre-temps, Geneviève Hintz qui poursuit Marois Risky, tout un débâcle là-bas, puis ça menait un peu à la descente de Pablo Rodriguez, une crise qu'il n'a pas pu gérer, et on est retombé en élection. Puis c'est comme ça que Charles Milliard est devenu chef. Entre-temps, il y a eu plein d'enquêtes qui ont été faites. Il y en avait une qui a été faite à l'interne du Parti libéral du Québec, puis on va revenir parce que suite à ce que la commissaire à l'éthique vient de sortir, moi je me demande, mais là, l'autre qui a fait son enquête interne, mais c'est pas sur le même sujet, par exemple. Ouais, mais... non, c'est pas le même sujet du tout. On va y revenir. Ouais. Donc, il y avait ça à l'interne, il y avait la commissaire à l'éthique, il y a l'UPAC qui est en train de faire sa propre enquête. Qu'est-ce qui va en sortir? Je sais pas. Mais là, finalement, hier, Charles Milliard qui a appelé Mme Lacoyan pour lui dire que ils vont appuyer le rapport de la commissaire à l'éthique. Il lui a confirmé qu'elle restera à l'extérieur de son caucus et elle ne sera pas candidate pour le Parti libéral du Québec dans le comté de Chamédie. Dans le rapport accablant, Salim, moi honnêtement, la recherche qu'ils ont faite, puis je comprends pas. En tout cas, regarde, on va pas pointer du doigt à Mme Lacoyal, mais en même temps, c'est un rapport dans lequel on se demande, mais comment tu peux le faire? Parce que, tu sais, il y a des erreurs de jugement, mais... Tu sais, elle a menti à la commissaire à l'éthique, elle a guidé son staff politique à quoi dire. En tout cas, toute une affaire, là. Pourquoi contourner ces... moi, il y a une notion que j'ai jamais compris, là. Il y a des règles du jeu. Suis les règles du jeu. Si tu suis pas les règles du jeu, pourquoi faire tout un théâtre pour dire, mais non, il y a rien, puis c'est la faute aux médias, puis c'est la faute de ci, puis c'est la faute de ça, puis moi, j'ai rien fait de mal, puis vous allez voir, blabla. Come on, man. Come on. Ouais. Puis il faut donner crédit à la commissaire à l'éthique. Elle a fait une job franchement extraordinaire. Elle est allée au bout de pratiquement tous les points où on avait un doute. Puis on va faire la liste des choses, là, évidemment, mais c'est quand même troublant. C'est quand même troublant. Puis la pire chose dans ça, c'est que ça ramène le sujet de les affaires croches au Parti libéral. On semble vouloir mettre ça de côté, même si c'est pas vraiment... Moi, je n'ai jamais pensé qu'au niveau institutionnel, au Parti libéral du Québec, il y a eu des choses qui ont été mal faites. Si au bas de la chaîne, il y a des gens qui ont fait des affaires, ça a été corrigé. Puis en passant, ça fait des années maintenant, c'était pas juste le Parti libéral du Québec, il y en a eu aussi au Parti québécois, je pense, à l'époque, je me rappelle pas. Mais c'est juste, c'est comme une étampe qui est collée au Parti libéral du Québec et on revient toujours avec toutes les affaires de même. C'est une affaire que le Parti libéral peut juste pas s'en débarrasser, tu comprends? Puis je trouve ça dommage pour le parti, mais pour revenir à Sona Lacoyan, regarde, c'est une fin pour elle dans sa carrière politique, malheureusement, mais en même temps... Bon, elle n'avait pas vraiment de carrière politique, là, mais... Bon, écoute, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Bon, d'abord, juste un truc que tu as dit, je me permets, qui est quand même erroné, donc il faut quand même le dire. Je vais aller dans ton sens sur d'autres choses, là, mais pas sur ça. Le PLQ avait lancé une enquête interne et avait embauché les services d'un ex-juge, un juge à la retraite, le juge Fournier, pour mener cette enquête-là. Et essentiellement, l'enquête, elle portait sur l'histoire des textos. Okay? C'était là-dessus qu'était l'enquête. C'est vraiment
là-dessus qu'était l'enquête. Et puis, c'était une enquête interne. Donc, forcément, quand c'est une enquête interne, par définition, t'es limité. T'es quand même pas la police. T'es pas des mandats de juge et de je sais pas quoi. Là, je veux dire, mais tu fais une enquête. Ça veut pas dire que ça peut pas être bien fait. Mais voilà. Moi, je pense que leur enquête interne, moi, je pense que... En fait, c'est pas je pense, je le sais pas parce que je l'ai pas lu le rapport puis ça m'intéressait pas de le lire de toutes les manières. J'ai lu par contre ce qui a été rapporté dans les médias sur ce rapport-là, puis j'avais écouté les entrevues du juge Fournier dans les médias, notamment celle où il disait qu'il était comme un chien édenté. Mais juste te dire, moi j'ai pas de raison de penser que l'enquête n'a pas été bien faite. Maintenant, est-ce qu'il n'avait pas les pouvoirs, pas parce que le PLQ voulait pas lui donner, mais tu ne peux pas t'improviser police, là, tu comprends? Non, je comprends, mais ça paraît quand même mal quand leur rapport disait, bon, il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas vraiment déterminer sur les textos. Oui. Non, mais c'est important parce que... Oui, mais je comprends, mais dans l'enquête de la commissaire à l'éthique sur la question des textos, elle a trouvé qu'il a eu, j'ai l'article devant moi, là, il y a eu une manœuvre d'effacer des textos, d'influencer des témoignages. Mais non, on ne parle pas de la même chose. Ça, j'y arrive, mais on parle pas de la même chose. Les textos dont on parle dans l'enquête, c'était les textos qui étaient sortis dans les médias. Sur les brownies, je sais pas trop, etc. Enfin bref, on sait pas trop qui les a écrits. Puis à un moment donné, on avait incriminé 2 députés, Mme Lacoyan et Mme Abou Khalil, etc. de la CAQ. Enfin bref, donc ça portait là-dessus. Là, celui du commissaire à l'éthique ou de la commissaire à l'éthique portait, et de toutes les manières, en passant, je vais juste te dire un truc, le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale ne peut même pas n'a même pas le mandat de faire enquête sur l'histoire des textos révélés par le journal. Ne peut pas. Par contre, il y a une chose sur laquelle elle voulait faire enquête, puis visiblement, elle a trouvé de quoi taper sur les mains, ou sur les doigts, comme on dit, de Mme Lacoyan. C'est sur l'utilisation des ressources pour des fins partisanes de l'Assemblée nationale, et donc publique, à des fins partisanes. Ça portait là-dessus, puis visiblement, elle a trouvé des choses, puis elle recommande une sanction ou une amende, ou je sais pas trop. Ben, c'est pas une amende, parce qu'une amende, c'est une obligation. Or là, il faut que le rapport soit adopté, ce qui va approuvé ou peu importe quoi par l'Assemblée nationale pour qu'elle soit amenée à payer ces 8 000 $-là. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui étaient irrégulières qui ont été faites. OK? Mais je veux juste pas là, mélanger les 2 enquêtes, ça n'a rien à voir. Parce que je sais, là, il y a des gens qui te disent « Oui, non, mais il y en a un, il dit il n'y a rien là-dedans, puis l'autre qui dit il y a quelque chose. » Non, on parle pas. On peut pas parler de pommes et de bananes puis dire que c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Maintenant, maintenant, tu pourrais me dire « Ouais, mais Salim, la perception globale sur tout est mauvaise. » Ben oui, 100% qu'elle est mauvaise. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, c'est sûr. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, perso, sincèrement, j'ai pas lu le rapport de la commission à l'éthique, mais un peu comme toi, j'ai lu, bien sûr, tous les articles dans la presse, le Journal de Montréal et ailleurs. Et j'ai écouté aussi à la télé, à la radio, ce qui s'est dit sur le rapport. Donc, j'ai une bonne idée des grandes lignes du rapport. Écoute, moi, je pars juste du principe que s'il y a des règles, si ces règles-là sont, non respectées, tu payes les conséquences. Puis là, elle paye les conséquences à plusieurs égards. Conséquences politiques, réputationnelles, pécuniaires,
Voilà, malheureusement, c'est bye-bye Madame Lacoyan. Puis son passage en politique, finalement, n'aura malheureusement pour elle marqué personne, ou tout du moins, elle l'aura marqué avec cette fin un peu glorieuse. Et là, je veux dire un truc qui n'est pas, qui ne vient en rien, et je dis bien en rien, baisser l'importance et la gravité de ce rapport. Mais il y a une chose, c'est que, et on l'a déjà dit ici, c'est que il y a trop de zones peu claires qui font en sorte que tu pourrais avoir parmi les 125 députés de l'Assemblée nationale des gens qui, de bonne foi, pourraient ne pas respecter certaines choses. Puis, don't get me wrong. Hein? Comment ça peut ne pas être clair, là? Tu comprends? Tu peux pas faire du membership, convertir ton bureau de comté en quartier général. Mais genre, c'est pas ça. Non, mais attends, c'est pas... Non, mais excuse, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça, si tu convertis ton... C'est assez clair, là, que t'as pas le droit de faire ça, tu comprends? Non, mais... Attends, mais c'est parce que là, tu es en train de me faire dire quelque chose que j'ai pas dit, là. Non, on regarde, juste pour être clair, là, pour pas qu'on soit mal compris, là. Il y avait pas juste ça dans le rapport. Mais tu sais, si ton bureau de circonscription est utilisé à des fins partisanes, là, genre comme si tu le transformes quasiment en centre d'appel pour faire du membership ou du financement ou peu importe quoi, ça c'est plus que clair et ça en passant, ça a toujours été clair. Là, on n'a pas attendu 2026 ni 2020, ni ça a toujours été clair. Tu peux pas faire ça. Puis que ton staff, il peut pas travailler sur tu peux pas mobiliser ton staff pour des affaires partisanes. Mais surtout pas durant les heures de bureau. Mais justement, surtout pas sur les heures de bureau, effectivement, mais c'est là que moi, je pense qu'il faudrait que les choses, faire peut-être des formations obligatoires du commissaire à l'éthique, du DGEQ aussi, etc. Parce que, et puis aussi, et pas juste ça. Moi, quand je te dis, il y a des choses qu'il faudrait qu'elles soient éclaircies. Puis là, quelqu'un, là, je sais pas moi, qui... je sais pas moi, qui reçoit un appel. Tu sais, admettons, oublie la politique un instant, là. Quelqu'un qui a à Caisse Desjardins, admettons, reçoit sur son heure de travail un appel. Ça dure 5 minutes. Je parle pas de 4 heures. T'sais. Ça dure 5 minutes, là. Tu sais, que ce soit parce que son chat est coincé dans le grenier, que sa fille se sent pas bien à l'école, ou que ce soit parce que hey, by the way, on va se voir cet après-midi, ce soir, ou peu importe quoi, etc., à tel événement partisan, etc. Là. L'autre truc qui est... je veux dire, tu peux pas... Je pense pas que tu as créé quelque chose. Je pense pas que tu as détourné ton travail. Non. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, je veux dire, c'est pas normal non plus qu'il y ait du monde qui soit à ce point-là sur leur garde. Surtout que c'est pas comme si c'est pas comme si les deux activités, c'est-à-dire professionnelles et bénévoles, n'étaient pas liées. Je te dis pas qu'elles sont pas, je te dis pas que ce sont les mêmes. Clairement non. Mais quelque part, ils sont liés parce que les gens qui travaillent dans un bureau de circonscription, ils travaillent dans ce bureau de circonscription seulement parce qu'ils sont péquistes, libéraux, caquistes, solidaires. Tu sais, je veux dire, t'as jamais vu un péquiste travailler pour un député libéral. Non, l'affiliation à ton parti, c'est logique, elle existe. Oui, je sais. Mais d'habitude, ce sont aussi des gens qui sont aussi des militants. Oui. C'est pas juste... Ah, mais mon grand-père a voté libéral, donc je peux travailler pour un... Non, tu sais, je veux dire, c'est souvent aussi des militants. Souvent même que pour s'assurer, les députés
qui ont été élus pour être des députés, admettons libéraux, parce qu'on parle des libéraux, mais ça aurait pu être le péquiste aussi, tu sais, qui ont été élus pour être des députés libéraux par les citoyens, pour s'assurer que le personnel du bureau représente bien, et les servent comme des libéraux, mais s'attendent à ce que leurs attachés politiques soient des libéraux. Il n'y a pas mieux pour t'assurer qu'ils sont libéraux, souvent, que de les identifier parmi les bénévoles. T'sais, souvent, c'est la grande majorité du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Autre chose, quand tu travailles à l'Assemblée dans un bureau de circonscription, là, moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau de circonscription, toi aussi, est-ce que tu travailles 35 heures ou 37 heures? Là? Non, jamais. 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 Tu travailles quoi? Minimum 50 heures semaine. Ouais. Et ça, parfois, ça monte à 60-70. Facilement. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Et quand je dis ça peut arriver, c'est pas une fois l'année. Non, mais ça peut arriver souvent. OK? Donc là, donc tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu accompagnes, tu sais, moi, ça me fait rire aussi quand on me dit, ah, mais pas sur les heures de bureau. Alors, pas pour les heures de bureau, mais c'est quoi? Je veux bien. Je veux bien. Si c'est la règle, il faut s'y conformer. Hein, c'est pas, je dis pas l'inverse. Je veux bien, mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu dis pas sur les heures du bureau. Mais l'attaché politique, il peut pas dire à son député, ben moi, l'événement à 20h30 le soir, là, pas sur mes heures personnelles. Tu sais? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, mais c'est comme ça, Salim. Donc tu travailles. Les gens qui... Look, et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Les gens qui travaillent en politique, là, ils doivent savoir que dans tes heures de bureau, tu es un attaché politique, tu fais ta job d'attaché politique. Puis, n'oublie pas non plus, oui, tu me représentes comme député, ça veut dire qu'il va y avoir des événements partisans, il va y avoir des cocktails, il va y avoir toute une organisation. C'est l'extra que tu vas travailler. Ben, tu vas travailler, tu n'es pas évidemment payé pour ça, mais ça fait partie de la job. Mais non, mais bien sûr. Mais c'est pas moi qui vais dire le contraire, parce que je l'ai fait assez longtemps, que ce soit en bureau de circonscription, sur le terrain ou dans les cabinets ministériels. Puis honnêtement, jamais, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui est passée où j'ai pas travaillé genre au moins une dizaine d'heures de plus. Puis je peux te dire qu'à un moment donné, quand j'étais attaché de presse, là, le téléphone n'arrêtait pas. Tard le soir, tôt le matin, pendant les fins de semaine, etc. Mais c'est ça la job. Il y a une raison pour laquelle aussi je suis sorti de politique. C'est parce que, justement... Tu voulais une vie. Ben, je voulais une vie parce que même si par la suite, j'ai toujours beaucoup travaillé, ben, il se trouve que au moins, j'étais capable de mettre certaines balises quelque part, chose qu'en politique, t'es pas capable de faire. Mais Georges, mon point, il est où? C'est pas de dire que c'est pas ça la job. Au contraire, je suis d'accord avec ça. Mon point, il est dans le fait que quand on dit sur les heures de bureau, ben moi, quand je travaille à 20h30 le soir, c'est mes heures de bureau pareilles. Mm-hmm. C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. Fait que là, moi, admettons, tu sais, si quelqu'un... Et c'est là... Les règles sont peut-être claires quelque part. Moi, ça fait longtemps. Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté surtout les bureaux de circonscription. Donc, il n'y a pas... Mais si les règles sont claires, ben... comment dire... il faut les respecter. Il faut les suivre. Mais... peut-être que les règles sont pas bonnes et qu'il faudrait les revoir aussi. Ouais. Quand je dis les règles sont pas bonnes, ça veut pas dire permettre aux ressources de faire de la partisanerie. Non! Mais c'est juste... un emploi en politique, c'est pas un emploi régulier. Ouais. C'est pas un emploi, c'est pas la fonction publique où tu es là de telle heure à telle heure puis tu rentres chez vous. Tu sais, ou que tu fais du télétravail de chez toi et que tu sais, bon, c'est pas trop si tu es sur Facebook. Tu sais, je veux dire, non, c'est pas ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce que dans une job normale qui n'est pas la politique, où je dois faire des heures supplémentaires sur lesquelles j'aurais été payé, par exemple, est-ce que ça se peut que de 1 heure, admettons de 13h à 14h, c'est mon temps off parce que le soir, je vais faire 1 heure de plus? Ça peut arriver aussi. Ouais. Et sur mon heure off,
Ben, j'ai-tu le droit d'être bénévole ou sur mon heure off, j'ai même pas le droit d'être bénévole? Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends ce que tu dis. Puis, tu sais, des fois, oui, tu as raison. Tu sais, aide-moi à comprendre ce que tu veux que je fasse. Mais il y a des cas, puis là, on puis c'est parle... bon pour tous les partis en passant. Oui, absolument. C'est parce que je vais te dire un truc. La réalité de ce que je viens de décrire, tous les partis politiques vivent avec. Les caquistes qui ont l'écrasante majorité des circonscriptions, les péquistes, même s'ils ne sont pas beaucoup, ils sont quand même rendus 7, ils savent ce que c'est. Les libéraux, bien sûr, les solidaires aussi, évidemment. Ce que je suis en train de dire par là, c'est pas de faire des règles. C'est pas de transgresser des principes. Le principe où les ressources de l'État, de l'Assemblée nationale, ne devraient pas servir aux partis politiques. Ça, c'est non négociable. Ouais. Ça, c'est une évidence. Moi, ce que je parle, c'est d'espèces d'aménagement. Comment est-ce que cet aménagement peut être fait pour qu'il y ait une certaine, entre guillemets, flexibilité? T'sais, je te donne un exemple aussi. Là. Quand il y a des congrès de partis politiques, admettons de la CAQ, parce qu'ils sont au pouvoir. Ouais. Je sais où tu t'en vas. Le conseiller politique qui suit son ministre ou son député, est-ce qu'il travaille ou est-ce qu'il est là comme partisan? Mais exactement, exactement. L'attaché de presse, c'est souvent l'attaché de presse, pas toujours, mais souvent l'attaché de presse, c'est les gens de circonscription aussi. Mais pourquoi l'attaché de presse? Souvent, parce qu'il y a des médias sur place. Mais le ministre, il est ministre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas ministre juste quand il est dans son bureau, mais attention, là, il est dans le congrès de son parti, il n'est plus ministre. C'est pas ça. Ouais. C'est pas vrai. Donc moi, je pense, Salim, qu'il y a une zone grise, appelons-la comme ça. Ben, ils ont enlevé le gris, mais là, c'est rendu blanc ou noir. Mais là, c'est difficile. Non, parce que dans la situation de Mme Lacoyan, puis c'est cette situation en particulier qu'on parle, on n'est vraiment pas dans la zone grise. Je suis désolé. Mais c'est pas... C'est justement, excuse-moi de t'interrompre. Parce que tu disais, c'est de ce cas-là dont on parle. Non, moi, c'est pas de ce cas-là dont je parle. Parce que le cas, il est assez clair que c'est pas normal. On lui tape sur les doigts parce que c'est pas normal. OK? Moi, c'est pas de ce cas-là. Je te dis juste que, étant donné qu'on parle de travail en circonscription, puis de la ligne à pas franchir, etc., ben, tant qu'à en parler, parlons-en franchement. Et dans le franchement, dans le temps, il y avait une zone grise avec le travail notamment des commissaires à l'éthique. Cette zone grise, elle est de moins en moins zone grise. Donc, il y a du blanc et il y a du noir. Sauf que la réalité, c'est que il peut y avoir du blanc ou du noir lorsque ton emploi est un emploi dit normal et régulier. Or, travailler en politique n'est ni un emploi normal, ni un emploi régulier. D'ailleurs, tu n'as pas d'abord, les salaires sont pas très élevés, tu le sauras, souvent, pour la plupart en tout cas. Ensuite, t'as pas de sécurité d'emploi, t'es pas de la fonction publique, t'as pas grand chose. En fait, t'es sur un siège éjectable tout le temps. Donc, s'il y a des gens qui pensent que c'est confortable de travailler pour un député, vraiment pas. Tu sais, mais donc moi, c'est pas tant ce cas-là. Mais moi, je te dis, étant donné que ce cas-là ramène la discussion de où est-ce qu'on trace, ben là, c'est la même chose. Regarde, Georges, c'est la même chose quand il s'agissait des salaires des députés. Il y a des gens qui sont assez populistes pour te dire, moi, je ne veux pas voter en faveur de ça parce que je ne veux pas qu'on dise qu'on a voté des députés, alors que les députés étaient mal payés jusqu'à il y a environ 2 ou 3 ans. Tu sais, ensuite, c'est la même chose sur les contributions aux partis politiques. C'est 100 pièces. À un moment donné, il y avait des discussions pour le monter à 500 pièces. Il n'y a aucun parti qui a envie de le prendre. Non, mais tu sais, si je demande à
va le monter, ça va être mal vu par la population. Tu sais, quand je te disais tantôt sur un autre sujet que les politiciens ne prennent plus leurs responsabilités, ils ont peur de leurs ombres parce qu'il y a tellement de populisme. Si la CAQ réclame quelque chose, le PQ va dire c'est pas normal. Si le PQ propose quelque chose, les libéraux vont dire c'est pas normal. Si les libéraux proposent quelque chose, Québec solidaire va dire c'est pas normal. Mais à un moment donné, c'est pas juste la loi du plus fort. Il faut trouver un équilibre. Oui, on est dans un environnement où tout est politisé et tous les sujets doivent être tellement bien analysés avant de faire quoi que ce soit. Et je comprends ce que tu dis, Salim, parce qu'on a vécu cette réalité-là. Et oui, c'est vrai, tu sais, les congrès, est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pas, est-ce que tu es un bénévole, est-ce que tu es là parce que t'accompagnes ton député ou ta députée ou ton ministre? Et moi, je pense que dans des cas comme ça serait toujours justifiable, tu comprends? Mais quand on lit ce qui sort de cette situation-là avec Mme Lacoyane où, bon, premièrement, sa sœur, c'est la présidente d'association. Au pire, c'est permis dans les règles, mais en même temps, moi, j'ai toujours eu un problème. Là. Tu mets quelqu'un de ta famille, en tout cas, whatever. C'est permis, donc on l'oublie. Mais quelles sont les clés du bureau et qu'elle rentre et qu'elle fasse toutes ces affaires? C'est pas normal. Pas normal. Je suis d'accord avec toi. C'est pas normal. Puis, OK. Là, on est revenu sur Mme Lacoyane. C'est ça le sujet. Mais donc, puis, tu sais, même si c'est fait, puis tu sais que c'est croche, là. Moi, je reviens toujours au propos de Mme Lacoyane qui niait le tout, puis oh non, tu sais, j'ai lu quelque part dans l'article où elle disait que, tu sais, on lui a posé la question concernant sa sœur, puis elle dit oh non, elle vient au bureau pour se reposer. Ben, qu'elle aille chez elle pour se reposer. Tu sais, au pire, là, qu'est-ce qu'elle fait au bureau? OK, bien. Mais en tout cas, je reviens aussi, Salim, puis on va un peu s'éloigner de Mme Lacoyane. Bon, ce qu'elle a fait est mauvais. Elle a l'air vraiment ridicule parce qu'elle essayait de se défendre, puis à la fin, regarde, t'as mangé ça en plein visage, là. Mais je reviens aussi avant les fêtes où toute la saga a commencé avec Pablo Rodriguez. Et je te rappelle, puis on en avait discuté ça sur le balado, on disait, nous, on pensait que c'était comme really low level, tu sais, comment est-ce que Pablo Rodriguez peut savoir qu'est-ce qui se passe dans toute l'organisation de sa campagne électorale, puis il y a un petit truc de cul qui veut paraître, tu sais, spécial, puis il fait des petites affaires qui sont illégales parce que clairement, il sait pas comment le faire, puis ça sort dans les médias, puis tout à coup, ça remonte au chef, puis lui, il sait rien, tu comprends? Puis c'était ça la discussion, parce que nous, on pensait que c'était vraiment loin, là. Mais avec la sortie de ce rapport-là, c'est pas si loin que ça, là. On parle d'une députée, une des premières qui t'a appuyé, évidemment, et qui convertit son bureau de comté en machine électorale pour la campagne de Pablo Rodriguez. Moi, là, honnêtement, en retournant en arrière, là, tu sais, pas trop sûr que ça n'a pas été rapporté à Pablo Rodriguez ou quelqu'un dans l'entourage immédiat de Pablo Rodriguez n'a pas vu ça. C'est très difficile à croire. Ben, écoute. Je suis très prudent d'enlever Pablo Rodriguez de l'équation. Il n'est plus là, on s'en fout. Mais c'est pour ça que je dis, peut-être que lui, oui. Je lui donne encore le bénéfice du doute pour dire que, bon, peut-être qu'il ne savait pas. Mais sachant l'ampleur de l'opération dans son bureau de comté... OK, mais Georges, deux choses. La première, si j'ai bien compris, les résultats électoraux dans Laval n'étaient pas favorables à M. Rodriguez. Donc, ça c'est un point quand même important. Mais il n'y avait pas une analyse qui a été faite sur les résultats de Pablo Rodriguez à Laval et il y avait pas mal une concentration dans Chamédie. Non, mais non, mais à Laval, mais je sais pas pour Chamédie spécialement là, mais moi ma connaissance à Laval, il a pas fait les gains qu'on pense. Je dis pas les résultats en général à Laval, mais quand tu trouves je pense que j'avais lu quelque part une analyse qui a été faite juste sur les votes de Pablo Rodriguez à Laval. C'est dans le rapport de Fournier tantôt là, que tu as un peu confondu avec ce Je vais aller revoir ça. Et va le voir. Dans le fond, c'était juste pour dire
même si on devait considérer, je crois que c'était dans le rapport Fournier, là, mais j'avais vu un truc similaire, que même si c'est-à-dire comment dire, le vote n'a pas été impacté, si tu veux, ou les résultats n'ont pas été impactés. Oui, mais par ça. Je parle pas de ça. Je parle juste de l'organisation qui a été faite à partir de ce bureau-là, même si l'impact était négatif. Mais en tout cas, moi, je pense avoir lu quelque chose là sur les votes à Laval pour Pablo Rodriguez. On va s'entendre. C'est pas normal. C'est répréhensible que t'aies gagné ou que t'aies pas gagné. Tu sais, je veux dire. Ouais. Donc, je suis pas en train de dire c'est moins grave parce que non, c'est tout aussi grave. Ouais. Même s'il aurait pas gagné. Mon point, c'est juste pour dire que c'est pas aussi loin qu'on pensait, là, tu sais. Moi, j'étais convaincu que, bon, il y a quelqu'un, là, quelque part, là, au bas de l'organisation qui a essayé, tu sais. Mais là, c'est vraiment pas le cas, là. Puis, encore, là, c'est difficile pour moi de croire que les gens de Pablo ne savaient pas. Ouais, mais Georges. Puis là, je vais pas accuser personne, mais. Non, mais Georges, je veux juste te dire un truc, là. Tu sais, si on part du principe que Madame Lacoyan a fait ça dans son bureau de comté, puis que c'était su, c'était pas... Si Pablo Rodriguez et son entourage auraient dû le savoir ou le savaient, dans ce cas-là, on va loin. Parce que, tu sais, je pourrais te dire que, tu sais... dans ce cas-là, toutes les personnes qui ont appuyé M. Rodriguez étaient au courant. Non, mais les autres députés, etc., ben, ils étaient... regarde, je m'excuse, là, c'est-à-dire les gens connaissaient le parti. Il ne faut pas l'élargir à ce point-là. Non, mais ils connaissent le parti plus que M. Rodriguez. Là, tout ce que je dis, Salim, et tu as fait des campagnes au leadership. Tu sais que, bon, il y a une équipe d'organisation autour du candidat. Dans ce cas-ci, c'était Pablo Rodriguez. C'est divisé en régions. Donc, il y a quelqu'un qui est assigné à chaque région, etc. Donc, c'est très structuré la façon que ça fonctionne. C'est difficile pour moi de croire que des gens proches de Pablo Rodriguez ne savaient pas que Lacoyan a utilisé ces ressources-là pour faire toute cette campagne électorale-là pour le chef. C'est juste ça. Je pointe pas les doigts. Ah, Pablo, tu le savais, ta directrice de cabinet. Mais je dis que c'est pas comme on pensait l'année passée où c'est loin dans la file, quelqu'un au bas de l'organisation. C'est rien comme ça. C'est beaucoup plus proche, je pense, que... mais ça... regarde, moi, je chercherais pas à dire si tu as raison ou tort, parce que la vérité, c'est que je ne le sais pas. Oui, on le sait pas, ouais. La réalité, c'est que je le sais pas. La seule chose que je suis en train de me dire, c'est que si autour de M. Rodriguez, on savait quelque chose, dans ce cas-là, il y a beaucoup de monde qui devait savoir. Tu sais. Donc, Madame Risky, par exemple, elle s'est lancée dans la course relativement tard. Ouais. Tu sais, elle a accepté la chefferie parlementaire. Donc, tu sais, elle était quand même assez proche. Elle le savait, elle le savait pas. Mais d'après ce qu'on a lu, elle l'a su après. Oui, elle l'a su après, mais c'est pour ça que toute la saga a commencé, tu comprends? Donc, moi, ça, c'est l'autre question. Finalement, Marois Risky, elle n'avait pas si tort que ça. Elle est sortie pour dire que... Elle avait pas... J'ai vu l'expression que tu as faite. Je sais, c'est la façon que ça a été géré qui, pour moi, a été un désastre. Mais le fond, c'est qu'elle a eu de l'information sur des conneries de même qui se passaient. Elle a pris action, puis on lui a fermé la porte. Là, mais ça, c'est trop tôt pour ça, parce que trop tôt pour savoir. Là, il y a une poursuite, il y a peut-être une autre enquête, etc. On va peut-être savoir d'autres choses. Honnêtement, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai. Si tu as de l'info, puis si tu as envie d'être le sonneur ou la sonneuse d'alerte, c'est très bien. C'est très bien. Parce que si tu vois quelque chose de croche, tu devrais agir. Puis moi, je reprocherai jamais à Mme Risky, si elle voyait quelque chose de croche, de vouloir le flaguer. Ouais. En revanche,
moi, je l'avais dit à l'époque, je le redis aujourd'hui. Le seul problème que j'avais, c'était pas le fait qu'elle flague quelque chose qu'elle considérait être pas correct. Non, c'est la façon qu'elle a mis la cabane en feu, là, tu sais. Puis... Non, mais, c'est parce que normalement, là, elle aurait pu s'enfermer dans un bureau avec M. Rodriguez pour lui dire OK, là, moi, je te le dis, il y a quelque chose qui marche pas. Puis, c'est soit on fait le ménage, puis s'il y a du monde à foutre dehors, on le fout dehors. S'il y a du monde à dénoncer, on le dénonce. Tout à fait d'accord. Et si tu veux pas le faire, moi, je démissionne et tu vas devoir gérer ça avec les médias. Ouais. Parce que, tu sais, fais ça, j'ai pas de problème avec ça. Fais-le. Mais je mets dehors la chef de cabinet en disant « Toi, t'as rien à voir parce que c'est moi qui l'embauche, parce que toi, t'es non élu. Mais tu sais, il y a une raison pour laquelle c'est moi qui suis chef parlementaire. C'est parce que toi, t'es élu, peut-être, t'es élu par les membres, puis que t'es le chef et que t'as pu me placer là. » Puis de jouer sur élu, non élu, la légitimité, le droit, le machin, etc. Puis ça a fait tout un cataclysme. Puis comme par hasard, des textos sortent au même moment parce que c'était pas une question de texto à ce moment-là. Là. Ouais. Puis là, tout d'un coup, out of the blue, il y a des textos qui sortent. Ouais. Mais apparemment, il y avait eu une enquête bien avant ça. Le Journal de Montréal, les textos qui ont sorti, ça datait pas de cette crise-là. C'est parce qu'il y avait déjà eu l'information avant l'été dernier, je pense. Puis bon, ce que je comprends, en tout cas là ça commence à y avoir vraiment beaucoup de souvenirs et beaucoup de détails, etc. Là, mais de ce que disait, je pense, le président du parti, je pense même que c'était même Mme Rixky qui disait que c'était des faux à l'époque. Là, je sais pas il ne savait pas la légitimité de... Peut-être que pour aujourd'hui, pour elle, c'est des vrais, ou peut-être qu'elle a changé d'avis, j'ai aucune idée. Tu sais, personne ne lui a parlé. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est que si tu crées tout un cataclysme politique puis que tu n'en parles pas, non, mais moi, je te dis, Salim, je suis d'accord avec toi. Ça a été mal géré. C'est pas la façon de faire. Tu fais partie d'un caucus, tu fais partie d'une équipe. C'est dommage parce qu'en plus, c'est une femme brillante. Intelligente, qui était appréciée de beaucoup dans la population. Mais c'est la manière dont elle a géré ça. Encore une fois, s'il y avait du monde à dénoncer, s'il y avait du monde à congédier, s'il y avait du monde à, je sais pas, à bannir de quelque manière que ce soit, aucun problème. Mais non, mais genre, au contraire, c'est probablement, en fait, c'est pas probablement, c'est assurément la chose à faire, tu sais. Mais je pense que qu'elle aurait pu rendre, si elle avait de l'information et que cette information était pertinente et bonne, elle aurait servi davantage son parti de dire, bon, regardez, on a eu connaissance de ci, on a eu vent de ça, on a appris ça, et savez-vous quoi? Nous, Parti libéral du Québec, avec mon chef, Pablo Rodriguez, on a pris la décision de faire la lumière là-dessus, dénoncer telle personne aux autorités compétentes, congédier telle autre, clarifier tel machin, puis changer telle règle à l'interne pour nous assurer que ça arrive. Tu sais, ça aurait pu être comme ça, puis ça aurait pas entaché le parti à sa grandeur, alors que tu peux pas... Mais c'est parce que dans la perception des gens, ça donne l'impression, Salim, qu'on essaie toujours de protéger quelqu'un et de cacher quelque chose, puis... justement, là, on l'aurait pas fait. C'est ça que je te dis. C'est que si Mme Risky avait fait ce que je viens de te dire... elle serait encore là, il n'y aurait pas de problème. Peut-être c'est ce qu'elle voulait faire, sauf que c'était la mauvaise approche. C'est ce qu'elle voulait faire. C'est la tolérance zéro à la risky, tu comprends? Écoute, la bras droit de son chef a été congédié par elle sans que le chef soit au courant. Puis quand il essaye de comprendre pourquoi, elle lui dit « je peux pas te répondre ». Il n'a pas les réponses, Puis là, regarde, Pablo n'est pas le politicien le plus habile qu'on ait
jamais vu, là. Tu sais, on Ouais. s'entend. Il est super gentil et agréable avec tout le monde. C'est un bon gars. Moi, je suis convaincu, mais je le connais pas à ce point-là, mais tu sais, je suis convaincu que lui-même se retrouve malgré lui dans cette situation-là. Mais il était pas habile à gérer cette crise-là. Mais il faut dire que avant d'arriver à son degré d'habileté à gérer cette crise-là, il était mal parti. Il est parti avec 1 kilomètre de retard parce qu'il n'y avait pas d'infos, parce que les choses étaient rendues publiques, et puis ça a fait boule de neige, là, tu sais. En tout cas, on va voir comment cette chose-là va développer, mais c'est pas mal terminé. Tu sais, le parti va prendre une autre direction pour Chomedey et on va voir à quel point ça va continuer d'entacher le Parti libéral du Québec, cette histoire-là. Merci tout le monde. Merci tout le monde de nous avoir suivis, d'avoir téléchargé l'épisode. Revenez nous voir la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Et n'oubliez pas, allez vous abonner, suivez-nous, partagez notre contenu, envoyez-nous vos commentaires. Ça nous fait plaisir de les recevoir, de les lire et de temps en temps d'y répondre. Merci. Ciao. Ciao, bye.